Alors, bonjour à tous et à toutes. On va commencer tranquillement. Je pense qu'il y a des gens qui continuent de se joindre euh, à la vidéoconférence, au panel. Je me présente, je m'appelle Karel Méran. Je suis président directeur général de la Fondation du Grand Montréal et c'est moi qui va animer aujourd'hui cette, mon Dieu, cet atelier ou en fait cette discussion. La séance va être filmée pour utilisation ultérieure sur nos plateformes de diffusion. Alors, simplement, je voulais vous en aviser. Je vous remercie aussi de garder vos micros éteints en tout temps pour éviter qu'il y ait du feedback ou en fait, des fois, on peut avoir des sons non voulus sur la ligne. Il y a une période de questions qui va avoir lieu à la fin. Et si vous voulez intervenir pendant la période de questions, vous allez pouvoir intervenir dans la boîte là, de chat pour poser vos questions et on essaiera, en fait, il y a des gens qui vont me les acheminer pour m'assurer qu'on réponde à un maximum de questions. Puis j'espère être en mesure de laisser beaucoup de place pour qu'on puisse avoir des discussions. Alors, l'événement d'aujourd'hui est la suite du rapport Signe Vitaux que la Fondation du Grand Montréal a publié en juin dernier. C'est un événement conjoint avec l'Institut Malais qui nous a offert très, très gentiment de collaborer avec nous dans le cadre de notre 20e anniversaire. La Fondation du Grand Montréal fête son 20e anniversaire cette année. Et donc, l'Institut Malais va prendre les notes de nos discussions et va produire un document synthèse de l'événement d'aujourd'hui et simplement aussi vous rappeler que jeudi prochain, il y aura une autre discussion, alors que celle d'aujourd'hui porte sur la relance inclusive. Celle de la semaine prochaine va porter sur la relance, la transition écologique, donc une relance verte. Euh, sans plus tarder, j'aimerais commencer en cadrant un peu notre discussion. Le rapport Signe Vitaux du Grand Montréal 2020, c'est un rapport qui prend, si on veut, le pouls des indicateurs de développement durable du Grand Montréal sur la base des données là, des dernières années. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a essayé de faire un rapport qui était rétrospectif, de regarder depuis l'année 2000, donc l'année où la Fondation du Grand Montréal a été créée, jusqu'à aujourd'hui, quelle a été l'évolution des indicateurs de développement durable. J'ai oublié de vous mentionner là, en passant que la Fondation du Grand Montréal s'est donné les indicateurs de développement durable des Nations unies comme cadre d'action il y a déjà 3 ans de ça. Et on tente de faire progresser les 17 indicateurs de développement durable ou objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations unies sur le territoire du Grand Montréal. Et l'échéance de ces indicateurs, de ces objectifs-là, c'est 2030. Et donc, à 10 ans de l'échéance, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes en voie de rater complètement nos cibles? Ce qu'on s'est rendu compte dans le rapport Signe Vitaux, que je vous encourage à lire, c'est vraiment c'est un rapport qui contient une foule de données pertinentes et probantes sur l'état des choses dans le Grand Montréal. Mais on s'est rendu compte que finalement, malgré une vingtaine d'années de croissance économique presque ininterrompue, il y a eu bien sûr la crise de 2008-2009, mais sinon, on a eu quand même une croissance du produit intérieur brut, donc une croissance de l'économie de 15 par habitant, donc per capita. Donc, avec cet enrichissement-là, on aurait pu croire que la plupart des indicateurs sociaux étaient en progression, mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a eu une espèce de stagnation, même des fois une régression de certains indicateurs. Montréal demeure la capitale canadienne de la pauvreté chez les enfants. En 2019, il y a près de 2 tiers des personnes qui vivaient en situation d'insécurité alimentaire, qui touchaient un revenu d'emploi. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient sans emploi. On a de plus en plus un phénomène qui s'appelle celui des working poor, où les gens qui, malgré le fait qu'ils occupent des emplois, se retrouvent en situation soit d'insécurité alimentaire, d'insécurité de logement. Et il y a toutes sortes d'autres
d'autres enjeux qui sont, où on n'a pas vu vraiment de progrès, comme par exemple celui de la violence conjugale. Et quand est arrivée la COVID-19, on s'est rendu compte que les lignes de fracture qui existaient, en fait, ça les a fait ressortir. Donc, les quartiers qui ont été le plus touchés dans la première vague de COVID ont été ceux où les populations étaient plus défavorisées, où il y avait aussi présence de populations racisées ou immigrantes. Pourquoi? Parce que souvent, ces gens-là occupent les emplois de première ligne, donc sont nos premiers répondants sociaux, si on veut, occupent les emplois, notamment là, dans le milieu de la santé, mais aussi dans les services de base. Et souvent aussi, leurs conditions dans les quartiers dans lesquels ils vivent, les conditions font en sorte que ils n'ont pas accès nécessairement aux mêmes services. Donc, on s'est rendu compte qu'on vit dans une société qui n'a pas réussi nécessairement à faire les progrès qu'on aurait voulu. Et la COVID est arrivée comme jeter une bombe là-dedans, puis nous faire prendre conscience qu'effectivement, il existe des enjeux de pauvreté puis de racisme qui sont systémiques et donc qui nous demandent de réfléchir différemment à l'avenir. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on se pose la question, ben, euh, si vous voulez l'image, c'est un peu comme si on était sur un gros bateau qui ressemble au Titanic, puis on vient d'entrer en collision avec un iceberg qui s'appelle la COVID-19, puis on se rend compte que c'est pas tout le monde qui voyage en première classe, il y a des gens qui voyagent en deuxième, en troisième et en quatrième classe, et qui n'ont pas nécessairement accès à des bateaux de sauvetage ou à des choses comme ça. Et donc, on a besoin de prendre acte de cette situation-là, puis de voir dans l'avenir vers où est-ce qu'on veut se diriger. Et donc, on vit une espèce de tempête parfaite en ce moment. On a eu évidemment la pandémie qui a provoqué une crise économique, qui a mis en relief ou en lumière les fractures sociales qui étaient préexistantes puis qui ont parfois été aggravées. On a eu aussi, et je pense que ce n'est pas un hasard, une prise de conscience sur la question du racisme systémique, autant envers les personnes de couleur que les personnes immigrantes ou que les Autochtones. Et par-dessus ça, bien, on vit, il ne faut pas l'oublier, encore une crise écologique, une crise climatique qui ne va pas s'en aller. Donc, euh, nous sommes à la fin de 2020. Notre objectif, c'est d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et ça nous demande de nous poser la question, bien, si on n'a pas progressé dans les 20 dernières années, malgré la croissance économique, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire différemment si on veut pouvoir avoir des résultats différents d'ici 2030? Hein? C'est Einstein qui disait que essayer de refaire toujours la même chose en tentant d'avoir des résultats différents, c'était la définition de la folie. Et donc, comme personne d'entre nous est fou, je pense on arrive au moment où je pense qu'une ouverture, cette tempête parfaite-là, cette tempête parfaite-là nous ouvre en ce moment, nous place dans un moment charnière où nous pouvons réfléchir différemment à comment on envisage l'avenir. Alors, c'était une longue introduction pour cadrer la discussion d'aujourd'hui. Avant de vous présenter des représentants de la relève qui ont accepté de venir échanger avec nous. Dans la dernière partie du rapport Singh-Vito, on avait décidé de donner la parole à des gens de la relève pour venir nous parler des enjeux qu'ils, elles, vivaient dans leur secteur respectif. Donc aujourd'hui aussi, on leur demande de venir réfléchir à nous à des pistes de solutions à comment envisager l'avenir. Et, euh, et donc, nous avons 4 panélistes avec nous, puis je les remercie d'avoir accepté de nous donner leur temps aujourd'hui. Je vous les présente rapidement. Donc, on a Thibault Liné, qui est directeur général de la Cantine pour tous. Et là, ici, je vais vous rappeler les objectifs de développement durable, si on veut, auxquels chacun d'eux touche. Dans ce cas ici, c'est l'objectif de développement durable numéro 2, qui est celui d'arriver à la fin zéro, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire soit assurée pour tous. Donc, bienvenue Thibault. Nous avons aussi Mélanie Marcellet, qui est directrice du regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage. Dans ce cas-ci, c'est l'objectif de développement durable 4, celui de l'éducation. Bienvenue Mélanie.
Nous avons ensuite Valérie Larouche, qui est directrice générale de Mères avec pouvoir, qui est donc l'objectif de développement durable 5, qui est celui de l'égalité entre les sexes. Et finalement, bienvenue Valérie. Et finalement, Danielle Jocelyne Otto, qui est gérante des communications pour L'apathie, c'est plate ou Apathy is boring, qui est l'ODD 16, la paix, la justice et les institutions efficaces. Un ODD souvent qui est oublié, mais qui est aussi une des pierres angulaires de notre capacité comme société de répondre aux défis qui sont les nôtres. Alors, merci à tous et à toutes, à vous quatre, d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, j'ai le goût de vous lancer une première question qui est une question très, très large parce que je veux vous entendre, je veux vous permettre de vous l'approprier à chacune à vos secteurs respectifs. J'aimerais savoir, dans le contexte actuel, et avec l'idée de nous projeter vers 2030 pour atteindre nos objectifs de développement durable ou les objectifs que vous avez chacun dans vos secteurs, quels sont les changements que vous proposez ou que vous pensez que nous devrions mettre en œuvre pour transformer durablement le monde au sortir de la COVID? Donc, ce serait une première question. J'aurais peut-être des sous-questions ensuite à vous lancer, mais d'après vous, alors qu'on réfléchit à la relance ou à comment est-ce qu'on va sortir de la COVID, qu'est-ce qu'on doit faire différemment pour nous assurer de ne pas répéter finalement les erreurs du passé ou ne pas faire perdurer les problématiques là, auxquelles je faisais référence d'entrée de jeu? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Est-ce que j'ai une personne volontaire? En fait, oui, merci Danielle, Jocelyne. Je te laisse commencer, oui. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Danielle Jocelyne Autou. Je suis gérante de communication et d'innovation à l'Apathie, c'est plate, qui est une organisation à but non lucratif qui a comme mission d'encourager et de propulser l'engagement civique et démocratique des jeunes Canadiens âgés de 18 à 35 ans. J'aimerais tout d'abord commencer par prendre conscience du fait que nous sommes sur le territoire montréalais de Tiohtià:ke, qui est un territoire autochtone non cédé. Et je pense que lorsqu'on parle de relance inclusive, ces petits gestes-là de reconnaissance sont importants et sont les premières choses à prendre en compte lorsqu'on a des espaces comme ceci. L'inclusivité, on ne peut pas parler de relance inclusive sans diversité, sans justice sociale, tout d'abord. Et je pense que de plus en plus, la première chose à prendre en compte, c'est qu'on ne peut littéralement plus avoir d'espace comme ça sans avoir d'opinions diverses, de personnes diverses. Je suis là par défaut, vraiment, parce que la directrice de l'Apathie, c'est plate, qui était impliquée dans ce projet-là et a quitté, malheureusement. Donc, c'est comme par hasard que je me retrouve ici et je l'ai fait constater à Catherine, qui travaille pour la Fondation, que c'est quand même assez triste que je sois la seule personne de couleur sur ce panel. Et pour moi, lorsqu'on parle de relance inclusive, c'est une des premières choses à prendre en compte. On ne peut plus se permettre d'avoir ces discussions-là sans prendre en compte qui est dans l'espace, qui est dans la place, qui parle, qui contribue aux solutions, qui design les solutions. Et donc, je prends l'exemple, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la métaphore de la rampe d'accès. Est-ce qu'on parle de design? Non? Alors, la métaphore de la rampe d'accès, c'est les rampes d'accès sur les trottoirs qui baissent un petit peu. Pour accéder à un trottoir, il y a une petite pente. Ces rampes d'accès-là n'existaient pas toujours sur les trottoirs. C'est vraiment relativement récent et c'est grâce à des groupes d'activistes qui ont réalisé que les trottoirs ne sont tout simplement pas accessibles à tous. Et donc, les villes, la plupart des villes dans les mondes modernes ont redesigné leurs trottoirs pour inclure cette rampe d'accès-là pour ceux qui en avaient besoin, notamment beaucoup plus pour les personnes à mobilité réduite. Et il s'avère que cette rampe d'accès-là, c'est aussi les mères avec les poussettes qui en servent. C'est les personnes à bicyclette, c'est moi-même,
c'est les personnes qui ont une canne. Donc, la métaphore vient du fait que en designant un nouveau monde, en général dans le monde de design thinking ou d'innovation, en designant avec les personnes qui sont marginalisées en tête en premier, tout le monde en bénéficie par la suite. Donc, on pense souvent à designer pour la majorité, et en designant pour la majorité, on oublie souvent. Et je pense que la pandémie est un exemple parfait de ce qui se passe lorsqu'on design un espace, une société, un système, you name it, pour la majorité. Ce qui arrive lorsqu'il y a des cas comme ça, c'est que tous ceux qui sont sur the margins sont oubliés ou leurs cas sont aggravés. Donc, pour moi, vraiment, recommandation première, c'est comment prendre en compte lorsqu'on design, lorsqu'on crée ces espaces et s'assurer que ceux qui sont sur les margines soient inclus et que les autres bénéficieront par la suite. Bénéficieront, pardon, par la suite. Merci beaucoup. Très pertinent, effectivement. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la balle au bon ou est-ce que... peut-être, en fait, je serais curieux d'entendre Valérie parce qu'on parle de donner la parole à des gens qui ne sont pas issus de la majorité, ou de ne pas donner la parole uniquement à la majorité. On sait qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits dans les dernières années sur la question de la place des femmes dans la société, mais en même temps qu'on est loin du compte. Peut-être, je me demandais du côté, donc, dans ton secteur, qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être, en fait, dans votre perspective, qu'est-ce qu'on doit changer ou qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Merci, Karel. Merci, Daniel, Jocelyne. C'est une belle introduction de parler d'accessibilité universelle, puis de portraits, en fait, des gens, des images, des visages que je vois aujourd'hui qui sont peu diversifiés, en effet. Par contre, je me sens privilégiée de participer à ce panel-là, d'autant plus qu'on parle de relève, puis j'en parlais, puis ceux qui me connaissent un petit peu savent bien que je suis sur mes derniers 1000 pour participer à un groupe de relève. Donc, ceci étant dit, quand on parle, moi je travaille à Mères avec pouvoir, donc je côtoie des femmes chefs de famille monoparentales qui ont des enfants de moins de 5 ans. On leur assure un logement, de l'accompagnement pour un retour aux études ou sur le marché du travail. Donc, on est très axé sur le socio-professionnel, puis une place en CPE. Donc, notre groupe est régional. Par contre, on travaille avec plusieurs autres groupes au Québec sans être un regroupement provincial. Ceci dit, on a une petite idée de ce qui se passe un peu dans l'ensemble du Québec. C'est sûr que peut-être que mon propos est teinté aujourd'hui d'un milieu très urbain. Ceci dit, je vais tenter de faire ressortir peut-être, si l'occasion se présente, de l'information qui est en dehors de Montréal. Donc, c'est sûr que pour nous, l'égalité entre les femmes et les hommes touche à plusieurs autres objectifs de développement durable. Donc, on ne peut pas parler d'égalité en ignorant l'ensemble des objectifs. On parle d'éducation, on parle de faim. Par exemple, on parle aussi d'environnement. Donc, c'est tous des éléments qui sont intrinsèquement reliés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'aspect principal est évidemment l'éducation et le logement. Pour nous, mais je pense ultimement, dans le rapport en fait des signes vitaux, on voit bien qu'il y a certains progrès. Ceci dit, il y a quand même un écart qui est énorme et qui se crée malgré les améliorations. Par exemple, puis il y a des choses qui stagnent. Historiquement, le centre-sud de Montréal
et une poche de pauvreté où est-ce qu'on retrouve davantage de femmes chefs de famille monoparentales et des enfants en situation d'extrême pauvreté. Et c'est la même situation aujourd'hui dans le rapport. Donc, on souhaite des familles dans les centres-villes. Par contre, il y a peu de développement au niveau du logement. Il y a un défi d'accès pour les femmes en éducation. Il y a un défi d'accès pour les mères à l'éducation et pour les femmes en situation de vulnérabilité. Évidemment, c'est accentué présentement avec la crise sanitaire, avec l'isolement. On va parler autant de violence que d'accès à la nourriture, que de l'accès au logement, parce que, bien sûr, on veut s'assurer de la sécurité des femmes. Encore faut-il qu'il y ait du logement pour accueillir les femmes. Et c'est bien démontré que pour que les femmes puissent, puis les individus en général, puis bon, je vois Charles-Éric de l'itinéraire là, dans mon écran, pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité pour qu'elles se maintiennent aux études, qu'elles se maintiennent en logement, donc qu'il y ait un réel travail, une réelle amélioration des conditions de vie. Ça prend de l'accompagnement des gens. Puis le milieu communautaire a été vraiment peu reconnu dans les derniers mois. Puis c'est pas surprenant, en fait, parce qu'il est peu reconnu historiquement, en fait, que ce soit au niveau du financement, mais aussi au niveau du travail qui est fait, au niveau du professionnalisme des groupes, de l'éventail, en fait, aussi des organisations. Nous, on accompagne les femmes, mais ce qu'on veut, c'est qu'elles quittent les logements pour aller dans un logement régulier, qu'elles puissent accéder à la propriété. Et pour ça, ça prend une communauté autour qui accompagne les groupes, que ce soit l'accès à la santé, que ce soit l'accès à un médecin de famille, de l'alimentation, des activités culturelles aussi. Donc, l'emploi chez les femmes, le logement chez les femmes, c'est pas juste se lever puis aller travailler puis payer son loyer, c'est plusieurs sphères de vie qui sont favorisées, qui sont facilitées. Et ultimement, quand on travaille avec les mères, on travaille avec les enfants. Et pour ce faire, il faut aussi travailler avec les pères, avec les hommes, parce qu'ils font aussi partie de l'équation. On ne peut pas uniquement accompagner des femmes. Il faut considérer l'éducation qui est faite aux garçons. Donc, il y a de l'investissement au niveau du logement, mais il y a un changement majeur au niveau éducatif à partir de la petite enfance, chez les garçons, chez les filles, chez les adultes qui les accompagnent, parce que on ne peut pas seulement intervenir chez les enfants, donc au niveau de leur éducation, c'est vraiment un changement majeur, mais dans plusieurs sphères de vie, puis au niveau de toutes les cultures. Puis je pense aussi que les gens qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui ont un emploi, c'est des gens qui ont un logement sûr. Donc, très peu de personnes, en fait, ont accès à ces discussions-là, en fait, puis qui peuvent constater, puis qui peuvent contribuer aussi à la discussion. Et ça se passe dans les groupes communautaires, comme le nôtre, en fait, d'éducation des gens qui puissent participer ensuite au changement qui les concerne directement. Donc, je vais passer la parole maintenant, mais bon, c'est un peu mes pistes là, à ce moment-ci. Puis on parle de changements qui sont majeurs. Là, on s'entend que ce que je dis là, il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. Puis je comprends aussi que ce n'est pas des changements qui sont très innovants. Mais il faut revenir à la base. Hein. Puis on ne parle pas ici de mettre en place des petits projets. Sur un court terme, on parle de changements transversaux sur du long terme. Hein. Merci Valérie. Puis peut-être on aura l'occasion après ça de revenir sur, parce que ces changements-là, on en parle depuis longtemps. Ce n'est pas des choses qu'on entend pour la première fois, mais ils ne se produisent jamais. Là. Puis moi, croyez-moi, là, quand je suis très, très sincère quand je vous dis ça, je viens du milieu écologiste, puis ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut changer. Mais que finalement, on continue toujours d'accélérer vers le précipice. Là. Mais bref, ça, c'est la discussion de la semaine prochaine, pardon. J'aimerais ça, moi, lancer la balle à Thibault pour nous parler du côté de la question de la sécurité alimentaire dans tout cet écosystème là, qui permet de changer de façon structurelle les choses. On parlait des fondamentaux. On a parlé un peu de l'accès au logement ou de l'accès à la propriété, mais l'accès finalement à la sécurité alimentaire, c'est pas mal fondamental. J'aimerais ça t'entendre, Thibault, sur qu'est-ce qui doit être fait autrement? Mais merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Thibault Linet de la Cantine pour tous. La Cantine pour tous, c'est un réseau provincial d'organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire.
C'est vrai que l'alimentation, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas déconnecté du reste. Au contraire, quand on parle du logement, il y a un lien fondamental entre le coût de la vie, en tout cas l'accès au logement, et puis l'argent qui reste pour se nourrir à la fin du mois. Et là où la vie coûte cher, là où les logements sont chers, c'est souvent des endroits où l'insécurité alimentaire est plus élevée. Mais je vais parler de deux changements que nous, on souhaite, évidemment, pour renforcer la sécurité alimentaire. Si on parle de Montréal, les études qui sont sorties dernièrement, notamment celle de Faim Zéro, la Fondation du Grand Montréal, montrent qu'il y aurait proche de 15% des Montréalais qui sont encore en situation d'insécurité alimentaire. Et ça, c'était avant la COVID. On a vu au début de la COVID, puis nous, on le vit au quotidien encore maintenant, qu'il y a eu un afflux énorme de nouvelles personnes dans les organismes pour aller chercher les services en sécurité alimentaire. Une précarisation, évidemment, de la situation économique de beaucoup. Et puis, on a hâte, en fait, de pouvoir nous travailler à des changements qui pourront faire une différence et qui pourront faire une différence dans un monde changeant où il y a des risques de crise qui peuvent augmenter dans le temps. Le premier est très général, évidemment. Encore une fois, on ne va pas tomber de nos chaises cette fois-ci non plus. Nous, on recommande évidemment, puis ça c'est assez unanime là, que pour favoriser la sécurité alimentaire, il faut agir sur le pouvoir d'achat, en particulier des populations les plus vulnérables. Donc agir sur le pouvoir d'achat, c'est augmenter les revenus, ça d'une part, ou diminuer les coûts de l'alimentation ou les coûts du logement. Alors, moi, je vais rester dans le domaine de l'alimentation, évidemment, pour l'instant, puisque je ne maîtrise pas bien le secteur du logement. Et puis ça passe par des mesures qui sont déjà parfois mises en place, d'augmentation du salaire minimum, d'augmentation des aides sociales. Et il faut probablement réfléchir à aller, pourquoi pas, plus loin, les augmenter de manière plus significative. Et pourquoi pas réfléchir à la question du revenu universel, qui est quand même quelque chose qui traîne depuis plusieurs décennies, mais qu'on peine à essayer, qu'on tarde à essayer probablement. Et puis d'agir sur les coûts des denrées. Il y a encore beaucoup de spéculations sur les denrées alimentaires à l'échelle très macroscopique qui ont un impact, très important localement. On est très dépendant des marchés extérieurs pour l'alimentation, avec une volatilité des prix qui est forte. Là, on le voit, il y a une crise sanitaire qui est en train de devenir une crise économique qui a un impact fort sur les coûts des denrées. Ça a augmenté pour certaines denrées depuis 10% déjà depuis 6 mois. C'est important, 10% pour ceux qui n'ont même pas les moyens de manger suffisamment. Ça veut dire qu'ils ont encore moins les moyens de manger ou de faire d'autres choses d'ailleurs. Et puis ça, c'est un peu une banalité, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Le plus important, c'est la capacité que les gens peuvent avoir pour financer. Et puis, je vais revenir aussi sur ce point-là en disant, Karel parlait tantôt des travailleurs pauvres. On se rend compte, encore une fois, que ce n'est pas les gens qui sont nécessairement sans emploi ou qui sont en situation d'itinérance, qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en situation d'insécurité alimentaire. On peut se poser la question de savoir, encore une fois, pourquoi est-ce que les entreprises n'investissent pas plus dans la rémunération de leurs employés, et notamment leurs employés les moins payés. À quoi bon? Puis là, je vais parler avec je vais faire un petit peu de provocation. Mais à quoi bon pour une énorme entreprise agroalimentaire faire des dons à des organismes de sécurité alimentaire pour que ce soit leurs propres employés qui bénéficient de ces services-là? Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on veut. Donc ça, c'était le premier changement qu'on souhaite. Le deuxième, qui est beaucoup plus concret, puis sur lequel, en fait, nous, on travaille activement en ce moment, c'est faciliter l'accès à cette alimentation saine. C'est pas tout de renforcer le pouvoir d'achat des gens, mais si l'alimentation, en particulier l'alimentation saine, est inaccessible, on n'aura pas avoir les moyens de les payer, on ne pourra pas en profiter. Donc nous, pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut faciliter de manière concrète l'accès à l'alimentation, à la saine alimentation, nous, on est vraiment en faveur de la mise en place au Québec et au Canada, en fait, et donc à Montréal, d'un programme universel d'alimentation scolaire. Le Canada,
C'est le seul pays développé à ne pas avoir un programme universel d'alimentation scolaire. Donc, la responsabilité de l'alimentation des enfants repose sur les épaules des parents. Et dans certains cas, il y a des programmes qui sont ciblés pour certaines personnes les plus vulnérables, avec tous les enjeux qui viennent avec les programmes ciblés, notamment la stigmatisation et puis l'injustice entre les différents territoires qui sont desservis ou non desservis. Et puis, comme de par hasard, le Canada se classe aussi 37e sur 41 des pays de l'OCDE au niveau de l'accès pour les enfants à l'alimentation. Alors, le Canada n'a pas l'habitude de se classer aussi mal dans des classements internationaux. La 37e, c'est pas glorieux. Surtout sur 41, c'est presque dernier. Donc, et comme de par hasard, il n'y a pas de programme d'alimentation universelle dans les écoles. Nous, on pense qu'il y a un lien évident. C'est pas la seule raison, évidemment. Et un programme d'alimentation universelle dans les écoles, ça permettrait de résoudre pas mal de problèmes. L'insécurité alimentaire des enfants, l'insécurité alimentaire des enfants à l'école, évidemment. Ce serait l'occasion aussi de faire la promotion d'une saine alimentation, de faire de l'approvisionnement local. On aurait pu en faire tout un point aussi sur s'approvisionner localement pour la sécurité alimentaire et l'alimentation, ou de manière l'alimentation biologique aussi. C'est l'occasion aussi de faire de la littératie culinaire, donc pas juste nourrir, mais aussi on apprend à savoir comment gérer son alimentation, cuisiner, etc. D'avoir un programme évidemment qui s'adapte aux spécificités des terrains, des territoires, pardon. Avec, on le sait, il y a beaucoup de diversité culturelle, diversité ethnique, qui ont une approche de la nourriture qui est différente, mais un programme universel permettrait d'avoir une base pour tous, mais qui pourrait s'adapter sur chacun des territoires, évidemment, aux populations qui sont visées. De faire la promotion de gestes qui pourraient aussi avoir un impact écologique majeur, comme être végétarien, ou favoriser en fait un régime avec moins de viande. Ça pourrait avoir beaucoup d'effets bénéfiques, et c'est sûr qu'on a besoin d'une implication gouvernementale pour ça. On pourra en reparler tantôt quand on reparlera de la philanthropie. Mais ça prend aussi comme condition une réflexion que nous, on pense très intéressante. C'est une transition vis-à-vis de l'alimentation des enfants, en tout cas, d'une situation où la responsabilité elle est individuelle, c'est aux parents de s'occuper de son enfant. Et avec, évidemment, beaucoup plus de difficultés pour certains parents d'assumer ces responsabilités-là, parce qu'ils vivent des vies beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles, dans des conditions difficiles qui ne sont pas nécessairement de leur faute, évidemment. Et donc avec des répercussions qui sont sur l'enfant, et donc sur l'avenir de l'enfant. Et donc, en termes d'égalité des chances, il y a quand même cette responsabilité individuelle, et elle peut être handicapante pour certains enfants. Donc, de faire cette transition de la responsabilité individuelle à une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on est tous responsables que les enfants soient nourris, tous ensemble. On se dit, on est d'accord pour dire que moi, je ne sais pas que j'abandonne la responsabilité de nourrir le mien, c'est que je nourris le mien, enfin en tout cas, j'investis dans un programme, j'investis dans des systèmes qui permettent que mon enfant soit nourri et que tous les autres soient nourris aussi. Et que ça s'applique à l'alimentation scolaire, selon nous. Ça pourrait s'appliquer dans beaucoup de choses. On en parle déjà dans le milieu de la santé, et puis dans beaucoup d'autres milieux, pourquoi pas dans l'alimentation des enfants. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, sinon je vais parler pendant des heures. Mais voilà pour les deux changements qu'on propose. Merci beaucoup, Thibault. Maintenant, on va passer du côté de l'éducation. La plupart des économistes vont vous dire que l'éducation, c'est un des principaux leviers, comme les deux principaux leviers pour lutter efficacement contre la pauvreté à long terme, c'est l'éducation puis des politiques publiques progressistes. Et donc, l'éducation a un rôle crucial à jouer. Puis en ce moment, bien évidemment, on s'inquiète beaucoup du fait que la pandémie risque de susciter en fait, il y a des gens qui disent qu'il pourrait y avoir une vague de décrochage ou qu'il pourrait y avoir des impacts importants. Donc, c'est certain que sur le secteur de l'éducation, en ce moment, il y a un défi supplémentaire. Je me demandais, j'aimerais ça t'entendre, Mélanie, sur où on en est, puis de quelle façon est-ce qu'on sort de ça pour faire des gains plutôt que simplement essayer de ne pas faire de pertes.
Parfait, merci, Karel. En fait, ça va dans le même sens que mes collègues. Avant de répondre à la question, juste, bon, Mélanie Marcelet, au RECALDI, le regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage, c'est 60 groupes qui travaillent dans un continuum plutôt de 6-24 ans. Continuum parce que quand on parle de décrochage scolaire, mais c'est pas à partir de 16 ans. Il faut le voir de manière beaucoup plus bien avant. On le sait, des jeunes qui entrent à l'école dans des situations difficiles dès l'âge de 4 ans, 5 ans. Bon, entre autres, pourquoi il y a eu la volonté du gouvernement de mettre les maternelles 4 ans, peu importe ce qu'on pourrait en penser. C'était ça l'idée en arrière de réduire les écarts déjà à la petite enfance, à l'école, à la rentrée à l'école, pour que des enfants qui auraient des difficultés, des retards, ne soient pas dans l'accumulation de retards dans leurs études et qu'ils puissent suivre. Je ne vais pas en discuter de ça, c'était ça l'idée en arrière. Après ça, il y a différents moyens. Le gouvernement a choisi, entre autres, de maximiser avec les maternelles 4 ans. Le décrochage scolaire, on poursuit vers l'âge de 8 ans, 9 ans, où est-ce que souvent on voit là, les premiers diagnostics quand les enfants ont des difficultés, où est-ce qu'on voit un retard qui commence à prendre de l'ampleur dans l'acquisition des connaissances. Est-ce qu'on voit des enfants qui ont de la difficulté à suivre le rythme? Et là, c'est pas juste « OK, c'est un petit mauvais départ » ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accroissement des difficultés qui sont étroitement liées aux conditions de vie, à la défavorisation. Quand on dit « ce sont toujours les mêmes enfants qui ont de la difficulté, qui ne réussissent pas », dans notre système actuel, bien évidemment, c'est toujours les mêmes enfants des mêmes quartiers, des mêmes milieux, des mêmes familles qui sont vraiment en situation de défavorisation, alors qui sont vraiment, comme mes collègues le disaient, là, dans des conditions de faible accès au logement, de faible accès à l'alimentation, où est-ce que les parents ont de la difficulté à mettre le pain sur la table, où est-ce qu'il y a un stress immense qui pèse sur ces parents-là pour arriver à tout ça, et où est-ce qu'il y a souvent beaucoup un stress qui peut mener à la violence aussi familiale, conjugale et tout ça. On le voit chez les enfants, les appels à la DPJ. C'est souvent très tôt le matin ou sinon à l'heure du souper, juste après la période des leçons, des devoirs. Alors, on voit là, à ce moment-là, des pics au niveau des appels à la DPJ, des signalements. Après, on continue vers les jeunes, vers la transition du primaire vers le secondaire. Puis là, bien, vous le savez peut-être, ceux qui ont des enfants, ça peut être soit une descente, qu'on n'y arrive pas. Le jeune n'a pas le bagage suffisant au primaire pour pouvoir s'avancer au secondaire de façon confiante et aller de l'avant. Ou sinon, c'est vraiment un tremplin. Il y a des jeunes qui, au contraire, ça va être vraiment un tremplin vers quelque chose d'autre et que peut-être ça va bien fonctionner. Au secondaire, on arrive rapidement au secondaire 2. Hein, on le sait, on est par cycle, secondaire 1, 2, après ça 3, 4, 5. À la fin du secondaire 2, c'est là que beaucoup de choses se jouent quand un jeune va voir, bien, s'il est dirigé vers un cheminement particulier, s'il est mis dans des classes où est-ce que, bon, on va dire malheureusement, souvent des voies de garage, où est-ce qu'on va attendre qu'ils aient tout doucement 16 ans, à défaut d'être capable de leur donner les services et tout le soutien nécessaire pour qu'ils puissent progresser. Il arrive un moment où est-ce que l'école n'est publique, et loin de moi de faire un reproche à l'école publique, là, faut pas le voir comme un reproche, mais une revendication, ultimement, est-ce que l'école publique ait les moyens de pouvoir soutenir les enfants, les jeunes réellement, ce qu'ils n'ont pas actuellement, malgré toute la bonne volonté. Ce qui fait que des enfants, lorsqu'ils ne progressent pas, bien, ils sont là, on peut laisser de côté, à défaut d'être capables de recevoir le soutien nécessaire. C'est une spirale qui a des conséquences, qui génère des maux MAUX, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. On voit des enfants dans les organismes communautaires qui sont en grande difficulté dès leur tout jeune âge. Au début, vous savez, quand on a 5, 6 ans, 7 ans, ben, on se dit c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, tous les enfants, habituellement, ont hâte d'aller à la grande école. C'est un public parfait pour faire de quoi avec ces enfants-là. Ils ont hâte d'y aller.
Puis au début, ben, un enfant, il peut se demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est moi qui apprends moins vite, tout ça, mais rapidement, à l'âge de 8 ans, 9 ans, quand il n'y a pas de solution qui lui est présentée, quand il n'y arrive pas, la confiance commence à en prendre un dur coup, mais ça évolue. Rendu à 14, 15 ans, les enfants qui n'ont pas réussi à résorber leurs difficultés, qui sont toujours en souffrance, parce que je vous assure, c'est souffrant. N'importe quel adulte qui serait en échec, en difficulté dans sa vie au quotidien, tous les jours, dans son travail, absolument change d'emploi. Un enfant n'a pas ce choix-là. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour l'enfant et pour le parent aussi. Alors, cet enfant-là, souvent, quand il devient à l'adolescence, quand il arrive à l'adolescence, c'est là que va commencer la concrétisation du projet de décrochage. C'est des choses qu'on connaît bien. Après ça, les organismes communautaires, à ce moment-là, on va travailler en mode prévention auprès des enfants, en mode souvent réparation auprès des 10-12 ans, auprès des ados aussi. On va essayer de les réparer, de reconnecter sur leurs aspirations, leur champ d'intérêt, essayer de penser leurs blessures aussi, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation. Et après ça, pour ceux que ça n'a pas fonctionné, on va recevoir aussi des jeunes qui ont décroché. Là, on parle d'une remise en projet. Tous les jeunes qui viennent dans les organismes communautaires de lutte au décrochage, quand c'est des organismes qui sont davantage pour les 16-17, pour les 18-24, il faut savoir que c'est des jeunes qui ont encore de l'espoir, aussi minces soient-ils, et ils ont beaucoup, beaucoup de courage. Il faut en prendre soin de ces jeunes-là pour vraiment là, les entourer, puis leur redonner toute la confiance du nombre d'années qu'ils ont cumulé de souffrances et de difficultés. C'est un gros travail. On s'inscrit dans un soutien, un accompagnement sur 1 année, 2 années, assez souvent en complet. Tout ça se fait avec les familles, évidemment. Tout ça pour dire aussi, pour illustrer que les 2, ou je dirais peut-être les 3 changements qu'on voit qui sont majeurs, que la pandémie met de l'avant plus que jamais, c'est toutes les inégalités sociales qui partent essentiellement de la pauvreté. Vous savez, il y a un lien direct, tous les chercheurs de tous les horizons s'entendent là-dessus. La défavorisation, la pauvreté ont une incidence directe sur la réussite scolaire et l'éducation des jeunes. Tout part de là. Les mesures en ce moment, on est dans un système où est-ce que les mesures s'appliquent davantage aux individus. On pense toujours le Québec, tout ça bien socialiste et tout ça. On a juste à prendre le rapport des signes vitaux pour comprendre que non, on n'a pas là à se lancer des fleurs plus qu'une autre province en ce moment. En ce moment, dans la pandémie, beaucoup de choses dépendaient encore de si les personnes ont accès à un loyer, à un logement. On se rappelle ici que ceux qui fixent les coûts des loyers, des logements, c'est entre autres les propriétaires, selon si on est dans un milieu plus favorisé, moins favorisé. Il n'y a pas suffisamment de règles de mesure pour soutenir et pour lutter en fait contre la pauvreté et la défavorisation. Des vraies mesures sociales, un vrai accès au logement, aux aliments. Vous savez, moi j'habite à Parc Extension. Le marché principal qui est là, c'est en Provigo, pour pas le nommer. C'est un des quartiers où est-ce qu'à Montréal, c'est le quartier un des plus défavorisés au Canada, et c'est un des quartiers où est-ce que la nourriture coûte le plus cher à l'épicerie. Chercher l'erreur, vous voyez. Mais tout ça, la pauvreté, ça a un impact direct sur l'éducation. De façon préventive, pour tous les maux que ça peut causer, parce que là, au niveau des jeunes, on parle beaucoup de santé mentale des jeunes. Déjà, si on agit sur les causes, c'est ça souvent le problème, si on agit sur les causes qui partent beaucoup, beaucoup de la pauvreté, de la défavorisation et qui ont un effet domino sur tout l'ensemble des autres secteurs de vie, déjà, ça serait très aidant. Au niveau éducation, il est vrai que c'est un levier extrêmement puissant. On est dans un système où est-ce qu'on voit l'éducation comme une dépense et non un investissement. Et notre revendication principale, c'est de faire de l'éducation, vous savez, l'éducation, c'est la principale voie de la démocratie dans une société. Alors, il faut absolument que l'éducation soit reconnue comme un droit, parce que non, ce ne l'est pas. Vous pouvez questionner le ministre de l'Éducation, après vous en parler, il va vous le dire.
Ce n'est pas un droit, parce que si c'était un droit universel à tous les enfants, à tous les jeunes, ben ce serait un droit reconnu à tous, ça serait l'école publique. L'investissement des taxes, des fonds publics, ils vont beaucoup soutenir les écoles privées. Alors déjà là, il y a quelque chose au niveau d'une inéquité, au niveau de la capacité d'offrir un lieu, un service public de qualité à tous les jeunes au Québec. Il y en a qui ont accès, puis il y en a d'autres qui rêvent d'avoir accès parce qu'il y a des écoles plus inspirantes que d'autres. On le voit, ça a été documenté aussi. L'école actuelle reproduit beaucoup d'inégalités, que ce soit au niveau des stéréotypes de genre. On parle beaucoup de décrochage des garçons, décrochage des filles. Mais au-delà de stigmatiser puis de mettre des genres, il faut comprendre qu'est-ce que ça cache en arrière. Les garçons raccrochent beaucoup plus, les filles ne raccrochent pas et très peu parce qu'il y a d'autres enjeux dans leur vie. Il ne faut pas non plus tomber dans l'erreur de prioriser garçon-fille, garçon-fille. C'est juste qu'il faut les aborder de façon différente. Mais les stéréotypes de genre nuisent autant aux garçons, leur mettant une pression vraiment extrêmement désagréable. Ils nuisent autant aux garçons qu'aux filles. Il y a toute la reproduction des stéréotypes au niveau de l'éducation ou des reproductions des discriminations systémiques, que ce soit au niveau du racisme, que ce soit au niveau à l'endroit des personnes aussi handicapées. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut réadresser à l'école pour que l'école soit une école québécoise qui appartient vraiment à la population québécoise. Au sortir des grandes guerres, là, de la Deuxième Grande Guerre mondiale, c'est là que sont nées les écoles internationales, ces programmes-là. Dans les 20 dernières années au Québec, la ségrégation scolaire s'est accentuée. On a reculé. Quand on parle des reculs, pourquoi on tourne en rond? Mais il y a beaucoup de choses qui ont reculé au niveau de l'éducation. Ceux qui ont accès à l'éducation et qui sont dans des milieux favorisés persistent, vont de l'avant et sont plus scolarisés que les autres. Mais cette portion-là de jeunes, elle est de plus en plus réduite. Et il y a une ségrégation et l'accroissement d'un fossé. La dernière chose, je voudrais dire là-dessus, par rapport aux choses qu'il faut changer, alors il y a la pauvreté, la défavorisation, qui a une incidence directe sur l'éducation des jeunes, la scolarisation ou l'éducation générale, qui est un important levier vecteur qui peut changer les choses. La dernière chose, c'est la médicalisation. On est dans une société que le point individuel fait en sorte qu'on médicalise énormément. C'est à l'école qu'on génère le plus de diagnostics dans notre société. Et l'école commence à l'âge de 6 ans, à 5 ans, 6 ans. Il y a des choses là à se questionner. Le pourcentage de jeunes qui ont un diagnostic et pire encore, qui ont une médication à défaut d'avoir peut-être un soutien psychosocial, d'avoir une réduction du rythme. Est-ce qu'elle arrive, l'école, à prendre en compte les nouvelles réalités des jeunes, des familles, où l'école maintient un rythme accéléré avec des objectifs qui sont de plus en plus difficiles à atteindre pour un plus grand nombre de jeunes? Fait qu'il faut tout re-questionner ça, puis il faut donner les moyens à l'école publique, considérant que l'éducation est un besoin et un projet de société essentiel pour tous les jeunes. Merci beaucoup, Mélanie. C'est un programme très, très, très vaste. Avant de passer à une autre question, puis je vais vous demander de la prochaine question peut-être de faire des réponses, des courtes réponses pour qu'on puisse ensuite ouvrir à la discussion. J'aimerais revenir à Danielle Jocelyne parce que ta première intervention a été très, très courte, puis a soulevé quand même une question qui est vraiment importante, qui est celle, je reprends l'analogie de la rampe. Cette espèce de rampe d'accès-là, Thibault nous a parlé de l'idée d'un revenu universel. On a parlé aussi de la question de droit, l'éducation comme étant un droit. Donc, on a parlé d'un certain nombre peut-être de rampes d'accès. Je me demandais, est-ce qu'une chose comme le revenu universel ou comme la reconnaissance de droits pourrait constituer justement des rampes d'accès qui permettent d'avoir une société qui est plus inclusive?
Quelles autres rampes, parce que j'ai bien entendu que la première, c'est de donner la voix à des personnes qui n'en ont pas en ce moment, mais j'aimerais entendre ton point de vue sur quelles autres rampes est-ce qu'on pourrait mettre en place là, dans notre sortie de crise. Merci. Je pense que les modèles de revenus universels sont importants à explorer. Par contre, je ferai attention et pas que je ne suis pas très bien versée sur l'équité et les implications de l'équité versus l'inégalité, mais je pense que un modèle de revenu universel, ça serait l'égalité, mais est-ce que c'est équitable? Donc, c'est important de se demander est-ce que c'est dont les gens ont besoin? Parce que c'est ça la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, si on se dit, OK, est-ce qu'on donne à tout le monde 2 000 $ par mois, ou 1 000 $ par mois, ou 500 $ par mois, depending or regardless of their circumstances, est-ce que c'est ce qu'ils ont vraiment besoin? Et si on ne prend pas le temps de vraiment adresser les besoins des personnes, on peut leur donner accès à plusieurs ressources. But at the end of the day, et je me permets de faire le switch en anglais, présumant que tout le monde comprend un minimum d'anglais. At the end of the day, they need to be consulted on their needs. Et même moi, je me sens même un petit peu déplacée à commenter sur certains points parce que I'm not the one to be in these situations. And the people who are better placed, donc ceux qui sont vraiment mieux placés à répondre à ça, sont ceux qui sont dans ces milieux-là. D'où l'importance de les avoir dans ces discussions-là, de les avoir dans ces places, dans nos organisations, dans nos chambres, whatever you think. Mais je prendrais vraiment le temps de réfléchir à vraiment la différence entre l'égalité et l'équité et de prendre en compte les besoins de tous versus des besoins globaux et des présomptions de besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le message est bien reçu que avant de définir des solutions ou des politiques publiques, il faut s'assurer de comprendre les besoins de ceux et celles à qui ça s'adresse. Et souvent, le problème original ou initial, c'est que ces gens-là n'ont pas été entendus, ils n'ont jamais fait partie de la discussion et donc les politiques ne sont pas faites pour eux et pour elles. Ce qui m'amène à parler de la philanthropie, évidemment, parce que cet événement-là se tient dans le cadre d'une réflexion sur la philanthropie. La philanthropie, à travers le monde, se transforme. Par le passé, la philanthropie a été beaucoup un lieu de pouvoir, un lieu exclusif, on pourrait dire même, et fonctionnait dans une formule, si on veut, de charité où ce n'est pas une mauvaise chose en soi de redonner de la richesse à travers la philanthropie. Mais de plus en plus, le monde de la philanthropie se questionne à savoir de quelle façon est-ce qu'on peut décloisonner la philanthropie, la rendre plus ouverte, plus à l'écoute, et de quelle façon est-ce que la philanthropie peut poser des interventions qui sont structurantes, qui ne sont pas uniquement de subvenir aux besoins immédiats par des dons de charité ou des dons de philanthropie, mais avoir une intervention qui porte. Puis là, je pourrais nommer plein d'exemples de grandes fondations qui ont développé des modèles de transformation ou des modèles de changement social très poussés. Alors, je me demandais, dans votre perspective, quel rôle la philanthropie peut jouer, toujours dans l'idée au sortir de la crise, il y a des choses qui doivent changer si on ne veut pas répéter les mêmes résultats qu'on a eus par le passé. Donc, quelles seraient vos attentes face à la philanthropie ou vos suggestions? Puis là, peut-être on peut repartir à l'inverse. Je ne sais pas comment y aller. Peut-être que je donnerai la parole, peut-être pour commencer à Valérie. Non? Mélanie, tu as ouvert ton micro. Vas-y. OK, parfait. Tu parles au sortir de la crise. Je dirais plutôt pendant la crise, il va se passer, selon moi, des choses vraiment des choses intéressantes et majeures. Le milieu philanthropique, il ne va pas y échapper. Là. Je pense que le milieu philanthropique aussi, il
il va avoir ses défis, ses difficultés financièrement. Et il va falloir alors à ce moment-là qu'il fasse preuve de grande transparence, de respect, de reconnaissance envers les organismes que les fondations soutiennent. On l'a vu là, dans les dernières semaines, par exemple avec Centraide du Grand Montréal qui a interpellé tous ces organismes. Ça a été fort apprécié, vraiment de la transparence des choses. Au-delà de la transparence, il va falloir aussi établir des espaces de dialogue. Des espaces de dialogue où est-ce que les fondations nomment aussi les défis auxquels elles font face. Parce que vous savez, les grandes fondations, elles étudient et elles ont les moyens d'étudier le milieu communautaire et l'environnement sociopolitique, l'environnement socio-économique et d'avoir un regard extrêmement, une compréhension extrêmement fine. Mais le sens inverse n'est pas pareil. Fait qu'il va falloir que les organismes communautaires aussi on comprenne mieux. Une des choses qui met un poids énorme sur le dos des organismes communautaires, c'est tantôt, là, il y a quelqu'un qui en a parlé à l'entour de la table, c'est au niveau du financement par projet. On sent qu'il reste du chemin à faire là-dessus. Les fondations, c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi ce n'est pas souhaitable, le financement par projet. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Là. Bon, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est que si un organisme a les reins assez solides financièrement, il va pouvoir étendre ses actions dans des projets novateurs pour aller tester quelque chose. Les organismes sont la première ligne sur le terrain. Souvent, on va voir les problèmes arriver dans la communauté avant même que l'école, le CLSC, la DSP ou qui que ce soit le voit, parce qu'on est là sur le terrain. Fait qu'on adapte continuellement nos projets aux besoins. Ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs années, deux choses, augmentation du financement par projet au détriment de d'autres financements, ce qui met une pression non efficace. Certainement que les indicateurs, aussi les fondations ont besoin d'indicateurs de à quoi a servi l'argent. Par exemple, combien coûte un jeune qui décroche de l'école? Combien ça coûte l'aider? Combien ça coûte? Combien mon dollar, il sert à quoi? Puis ça, c'est des indicateurs dans des logiques comptables qui atteignent des limites et qui entravent l'efficacité des groupes à aider adéquatement, puis à aller même chercher à mettre des indicateurs pour soit accéder au fonds, soit pour répondre aux besoins de la fondation, pour se rendre intéressant. Fait qu'il y a un côté là-dedans, une dérive, là, que peut-être les fondations ne souhaiteraient même pas si elles étaient bien informées puis il y avait ces tables de dialogue-là. La dernière chose, pour ma part, en ce moment, ce qu'on voit, bien, les fondations, il y en a beaucoup qui ont décidé de se tourner vers la santé mentale. Bien, la santé mentale, c'est très important. Mais ici, on oublie quelque chose là, dans le rétroviseur. C'est que tous les organismes communautaires, quand ils travaillent pour la lutte à la pauvreté, l'éducation, la lutte au décrochage, l'alphabétisation, ils travaillent dans une approche globale. On reçoit le jeune, la famille, puis on n'est pas là pour faire des mathématiques ou du français. Là. On est là pour recevoir le jeune, puis voir avec lui quels sont les défis auxquels il fait face, lui, cet enfant-là, à l'école, dans sa famille, lui personnellement. Alors, on est des lieux de développement de résilience pour ne pas arriver à des problèmes de santé mentale. Si on envoie tous les fonds dans de la santé mentale, on est en mode, là, on agit sur les effets, sur les conséquences, puis on va prendre un move parce qu'on agit de façon individuelle à place d'agir sur les causes. Et la pandémie, elle est plus rapide que notre capacité d'agir sur les individus, d'où l'importance en ce moment d'essayer d'agir sur des choses, vraiment des causes collectives pour aplanir la courbe des problèmes de santé mentale qui peuvent se dégager dans cette pandémie-là. Fait que les fondations, il faut qu'ils restent alertes, pas qu'ils se fassent prendre dans ces choses-là, là, dans les médias et tout, puis pour agir de façon préventive pour que les jeunes et la société continuent à aller bien. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Est-ce un des trois autres panélistes voudrait intervenir ou peut-être Valérie, de ton côté?
les attentes, les demandes envers le monde de la philanthropie? Oui, écoute, j'ai tellement de notes, là, ça n'a pas de bon sens, mais sûrement qu'il y a plein de gens aussi là, qui n'arrêtent pas Bon, bref. Pour rebondir au niveau de la santé mentale, c'est un sujet qui est abordé au sein des organismes communautaires, puis sans doute ailleurs, mais bon, moi, je siège vraiment plus au niveau des tables de concertation depuis vraiment longtemps. Puis on parle beaucoup de cet enjeu-là au sein des directions, au sein des équipes, puis au sein de la population qu'on dessert. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Ça prend des fonds, puis ça prend des cultures organisationnelles qui accompagnent leurs équipes au niveau de la santé mentale, d'une part, pour considérer la santé mentale des gens avec qui on travaille. Donc, ça, c'est la première chose. Puis quand on parle de santé mentale dans les mesures d'urgence ou dans les mesures dont on parle aujourd'hui, ce qu'on sous-entend, c'est la dépression puis la schizophrénie, par exemple, des troubles qui sont très graves, où il y a une dérive culturelle au Québec. Par contre, prendre soin de la santé mentale, c'est un aspect qui est vraiment important quand on parle d'estime de soi, de sécurité et tout ça. On parle aussi des autres troubles en lien avec la santé mentale qui peuvent être travaillés de différentes manières, puis c'est pas simple. Puis c'est intégré dans des travaux qui sont faits en milieu scolaire, par exemple, pour favoriser la confiance des enfants, travailler à la reconstruction des femmes qui ont vécu des défis ou qui se sont fait taper sur la tête à tous les jours. Puis quand on parle de santé mentale, on pense à ce qui se passe aux États-Unis présentement. Quand on laisse des élus avoir des propos vraiment misogynes et racistes sur la population, bien, on favorise une certaine culture qui ne priorise pas la santé mentale de la population. Ça, c'est vraiment dramatique, à mon avis. Donc, c'est tout en lien avec la philanthropie et l'investissement social. Je pense qu'on ne peut plus scinder ces deux choses-là ou on ne peut plus parler de ces choses-là séparément puisque ça nous semble, en tout cas comme organisation, des choses sur lesquelles on doit travailler et sur lesquelles on doit miser. Donc, d'avoir des relations philanthropiques, des relations d'investisseurs. Parce que comme organisation, on fait partie d'un changement, on fait partie de la solution et on n'est pas seulement un bénéficiaire qui reçoit un don et qui reçoit une commande du donateur. Donc, on a une connaissance de ce qui se passe, on a une connaissance de la population et on a quelque chose à partager avec les donateurs ou les investisseurs. Donc, on doit vraiment travailler sur une culture de partenariat. Ça, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas nécessairement partagé par l'ensemble des organismes parce que ça demande du temps d'être partenaire dans toutes les sphères. En fait, peu importe qu'est-ce que c'est, mais il faut qu'on soit prêt à mettre ce temps-là. Puis c'est correct de dire qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds. Par contre, les bailleurs de fonds doivent être conscients que le changement, parce que ce qu'on veut, c'est changer, bien, ça ne se passe pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, OK? Ça se passe sur un long terme. Donc, on ne peut pas présumer qu'on va faire, nous, des choses incroyables, qu'on va mettre en place des programmes innovants avec des nouveaux outils ça prend du temps pour développer des outils, ça prend de l'argent pour avoir une expertise, ça prend des bons salaires pour avoir des employés qui sont engagés, qui vont rester sur du long terme. Donc, puis bon, je reviens un peu sur ce qui est la transparence de Centraide. Nous, on n'est pas financé par Centraide. C'est super la transparence, mais là, on revient avec un discours de financement à court terme. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Bon. Je le dis, là, c'est vraiment, ça prend de la transparence, mais ça prend de la transparence aussi des groupes d'être capable de dire, bon, on n'a pas atteint nos objectifs qu'on avait dit, par exemple, puis une capacité du bailleur de fonds, de l'investisseur ou du philanthrope d'accepter que les processus ne peuvent pas aboutir où est-ce qu'on avait dit qu'on irait, mais qu'on a agi au cœur de la population, qu'on a atteint d'autres objectifs, qu'on n'a pas réussi à ce qu'on avait fait, mais qu'on est là auprès de la communauté. Donc, ça prend une multitude. En fait, le financement, la philanthropie doit prendre plusieurs visages, que ce soit du financement à la mission qui est vraiment, qui n'est pas suffisante et qui est tellement longue à descendre. Parce que pour la population en général, le ministre Carman, par exemple, parce que nous, on est en santé et services sociaux, quand on parle d'égalité homme-femme, on est souvent dans ce financement-là, annoncer des millions de dollars, mais on n'a pas vu la couleur de cet argent-là. Et je sais que c'est la même chose en santé mentale. Donc, on fait des annonces. Nous, comme organisation, on doit planifier en se disant peut-être qu'on va avoir des fonds qui vont arriver en fin d'année financière. Donc,
c'est une complexité, il y a une complexité au niveau des gestionnaires, des organismes pour arriver à accompagner la population qui est vraiment énorme. Quand on rajoute à ça le financement par projet, je veux dire, nos bilans, nos résultats qu'on présente aux administrateurs, c'est extrêmement complexe. Donc, ça demande aussi à nos administrateurs qui sont des bénévoles, qui sont des représentants de la communauté, aussi une bonne connaissance. Puis, bon, je voudrais terminer en disant que malheureusement, pour avoir accès à plusieurs financements, ça prend des figures populaires, sexées dans nos conseils d'administration puis dans nos équipes. Et puis, si on n'est pas dans cette game-là, on passe à côté de beaucoup de financements. Et ça, c'est dramatique pour les populations parce que les femmes qui sont dans les logements qu'on accompagne, ils font des choses extraordinaires. Ils vont aux études, ils vont au travail, ils reprennent le contrôle de leur vie, mais parce que leur DG, c'est pas une big shot, ben, ils n'ont pas accès à des fonds, à plus de ressources pour les accompagner. Puis elles sont dans un quartier, malheureusement, qui est mal desservi au niveau alimentaire, au niveau des écoles. Donc, on travaille à briser ce cercle de pauvreté. Puis en même temps, bien, la ressource, elle, est encore dans cette dynamique-là. Donc, voilà. C'est tellement vrai, absolument. Parce que j'étais à la Fondation David Suzuki avant, puis je peux vous dire que le nom de David Suzuki ouvrait beaucoup de portes, incluant chez les donateurs. Rapidement, en rafale, Daniel, Jocelyne et Thibault, qu'est-ce que vous attendez de la philanthropie? Je vais juste ajouter à ce que Valérie vient de dire, qui est tout à fait valide. Je travaillais avant de travailler à la Petit C4 et de me rejoindre au secteur communautaire, j'étais dans le secteur privé. Donc en marketing et je travaillais en agence. J'ai eu un changement de cœur. Je me suis dit que je me joindrais au secteur communautaire pour contribuer à mes connaissances de marketing et de communication. Et en 3 ans, la pâtisserie plate, avec pour moi en tout cas, la première chose que j'ai constatée en venant du secteur privé, c'était le manque de connaissances de business et de marketing et de communication que le secteur philanthropique manquait. Donc, je pense que beaucoup de gens dans le secteur communautaire, on pense que, on fait le travail de Dieu, fait qu'il n'a pas besoin d'être bien présenté, il n'a pas besoin de stratégie de communication, il n'a pas besoin de stratégie de marketing, alors que toutes ces connaissances-là bénéficient énormément à l'organisation. Donc, vraiment apprendre à bien présenter notre travail, apprendre à maximiser les réseaux sociaux, apprendre à travailler avec les influenceurs, parce qu'effectivement, c'est une réalité de nos jours. Donc, cette approche intersectorielle-là bénéficie énormément l'organisation en termes de visibilité et ça permet aussi de développer une relation avec des contributeurs autres que les fondations. Donc, des fois, on se dit seulement, dans le secteur communautaire, je constate qu'on se limite des fois aux fondations, alors que la pâtisserie plate, en 3 ans, on a intentionnellement pris le temps de diversifier notre plan de revenus et de diversifier notre revenu. Et on est passé de revenus de 250 000 à 3 millions en 3 ans, parce qu'on a été intentionnel avec, à part les fondations, où est-ce qu'on peut chercher de l'argent? Donc, on a une relation très proche avec les jeunes avec qui on interagit, qui contribuent énormément à notre cause. On a une relation avec le gouvernement fédéral, une relation avec le gouvernement provincial, une relation avec des partenaires dans le secteur privé. Donc, c'est tous des trucs que, je pense, des fois, on se limite dans le secteur communautaire parce qu'on se dit, on ne veut pas nécessairement, alors que c'est important. Et pour moi, lorsqu'on parle d'innovation sociale, cette approche intersectorielle-là est key et c'est nécessaire pour pouvoir prolonger la vie des projets sur lesquels on travaille qui sont pour moi l'avenir. So, thinking outside the box et aussi n'ayez pas peur de travailler avec les jeunes. Notre équipe, on est une équipe de 25 personnes, tous moins de 34 ans et on gère un budget de 3 millions par année parce qu'on innove. Les jeunes sont créés pour innover, on est créés pour penser à des solutions autres que
on est habitué à travailler ou à être subventionné par Centraide. Ça fait 100 ans que l'organisme existe, fait qu'on va keep it the same way. That doesn't work, and it's not going to work in the long term. Like really being intentional about thinking outside the box, communications, marketing, branding, ça aide l'organisation. N'ayez pas peur d'investir là-dedans. C'est tout. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Thibault, rapidement, puis ensuite, je vous j'inviterai les participants qui ont des questions à poser, de commencer à les poser dans le chat box pour qu'ensuite on ait quelques minutes là, pour échanger sur ces questions-là. En fait, tout ce que j'avais noté, moi, ça a été dit par mes prédécesseuristes, donc bravo, j'adhère à tout ce que vous dites. Je vais quand même rebondir sur certains points en particulier pour insister. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin de trancher entre le financement et la mission et financer des projets émergents. Les deux sont hyper importants. Et les deux ont vraiment de la même manière qu'on a à la fois besoin de résoudre les problèmes et de les réparer en même temps. Parce que les problèmes ne s'arrêtent pas quand on cherche à les résoudre, ils continuent à perdurer. Donc ça, c'est vraiment important. Je mets aussi un petit peu, continuer à mettre l'accent aussi sur l'importance des conditions de travail pour les employés du secteur communautaire. C'est vraiment important. Nous, dans notre réseau-là, il y a eu beaucoup de travail à faire dans la sécurité alimentaire, comme dans les autres secteurs, j'imagine, pendant la pandémie. En août, tout le monde était brûlé, là, tout le monde n'en pouvait plus et se demandait pourquoi est-ce qu'ils mettaient leur vie physique et mentale en danger pour être au salaire minimum presque, ce que d'ailleurs, légitimement, beaucoup de gens peuvent se poser comme question. Mais c'est vraiment important, et les avantages sociaux, c'est important, et la retraite, c'est important aussi pour les gens du secteur communautaire, les locaux, c'est important, tout est important, au même titre que dans le privé ou dans le public même. Il n'y a pas de raison qu'on se mette pas au même niveau que les autres, même si les services qu'on vend se vendent pas de la même façon, ils se rendent différemment. Et puis, je suis vraiment aussi d'accord sur l'idée que c'est important pour les organismes communautaires d'avoir de la visibilité sur leur financement sur plusieurs années. Ça permet vraiment d'investir dans les bonnes choses. Donc, de prendre le temps parfois de consulter, de travailler collectivement pour faire émerger des problèmes plutôt que de travailler le plus vite possible, chacun dans son coin, pour essayer d'avoir des résultats à court terme, avec parfois des problèmes qui viennent avec. Et aussi, je suis tout à fait d'accord avec avoir les moyens de se professionnaliser comme secteur. Donc, pas nécessairement, je ne parle pas de professionnaliser les gens qui sont en place, parce que je pense que la plupart sont des grands professionnels, mais d'avoir les moyens d'aller acquérir des compétences qui sont peut-être moins présentes. On a parlé du marketing, mais il pourrait y en avoir, il y en a d'autres aussi, des compétences qui peuvent manquer dans certains secteurs, et par manque de moyens. Donc, voilà, je fais vraiment du pouce à tout ce qui a été dit, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, merci Thibault, merci à tous les quatre. J'aimerais maintenant ouvrir la discussion aux questions des participants. Je vois qu'on a encore 79 personnes avec nous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace avec une question? Un commentaire? Je vais laisser comme un petit 15 secondes, juste parce que des fois, ça prend un peu de temps pour taper la question sur le clavier. Tonia Moury a une question. Parfait. En fait, vous avez ouvert la porte à un commentaire, puis j'aimerais en faire un. Puis c'est vraiment celui qu'un organisme qui est fort est beaucoup plus réactif et en capacité de répondre à apporter des solutions, surtout avec la pandémie qu'on a vue. Il y a plusieurs organisations qui avaient une structure un peu plus forte puis qui ont été vraiment réactifs et dans l'action, puis ça a apporté des solutions vraiment gagnantes. Donc, ça vient juste renforcer tout ce qu'on se dit. Oui, un financement de base, oui, des financements par projet, ça peut être intéressant, mais l'innovation puis de laisser la capacité d'action, c'est vraiment primordial. Puis je pense qu'il faudrait que ça soit ressorti un petit peu de ce qui s'est passé à travers les organismes communautaires, puis comment justement les organismes qui avaient un peu plus de moyens, un peu plus de personnel ont pu changer puis s'adapter beaucoup plus rapidement. Puis ça fait partie également d'une force et d'une capacité à répondre aux futurs problèmes qui vont nécessairement émerger puis qui sont loin d'être finis, là. Puis on est Bouffe Action en sécurité alimentaire. Bon, merci. Excusez-moi.
j'entends bien l'idée comme quoi c'est une approche totalement différente qui est celle de dire renforçons les capacités du milieu, puis faisons confiance aux gens qui travaillent dans le milieu pour définir, développer les solutions, plutôt qu'essayer de faire, dans le fond, au lieu d'essayer de faire du top-down, qui est souvent le réflexe naturel des organisations par la nature même chaque organisation se fixe des objectifs, puis ensuite essaie de les transposer dans le réel, là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Est-ce qu'il y aurait des panélistes qui voudraient réagir à ce que Tonia vient d'avancer, vient de mettre au jeu? Il y a une question de la part de Charles Baudry. Est-ce que, Charles, okay. tu veux la dire, ta question, peut-être? Oui, je peux la dire. Je pensais qu'on l'écrivait dans le chat. Bonjour tout le monde. Ça va. Oui, question. J'ai trouvé vraiment intéressantes les 4 interventions des panélistes et la mise en contexte du projet. Je me demande, pour en revenir un peu à la thématique des ODD que vous visez avec vos organismes, on parle de contrer un peu là, une situation qui est court terme pour réfléchir un peu sur le long terme, puis assurer une meilleure coordination, si on veut, ou un message commun entre les organismes et le milieu philanthropique. Donc, je me demande si vous pensez que le cadre des 17 ODD, ça ne représente pas une opportunité, en fait, pour une collaboration intersectorielle un peu plus large et une reddition de comptes qui se voudrait peut-être un peu plus rassurante si on se base sur des indicateurs qui sont déjà en place. Donc, c'est ça ma question. Si vous pensez que c'est une opportunité d'utiliser le cadre à travers l'ensemble des organismes. Merci, Charles. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Est-ce que pour vous, le cadre des objectifs de développement durable, c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, utile? Pour nous, on a pris, donc, dans notre développement de financement, notre stratégie de financement, pardon, on a pris les ODD comme... On a une stratégie ODD strictement avec qui we partner with organizations who are also looking to work on that. Par exemple, la RBC, qui est un de nos plus grands partenaires, ils ont un gros programme de ODD. On s'aligne super bien avec eux sur notre ODD numéro 17. I think that, lorsqu'on parle de, there's corporate social response. Est-ce que tu parles anglais? Je switch très facilement. Tu comprends ce que je dis? There's corporate social responsibility. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organismes dans le secteur privé who have a corporate social responsibility department who are also equally committed to aligning themselves with the ODDs. Et qui ont un budget, vraiment, les banques, là, ils ont un budget, they're sitting literally on cash et ils attendent et ils cherchent des opportunités. Fait que pour nous, notre partenariat avec la RBC, it's mutually beneficial. On bénéficie tout autant qu'eux parce qu'on a les connaissances, on a la crédibilité, on a l'interaction avec les jeunes. They have the money. Même chose pour vous. Il y a beaucoup d'organismes qui cherchent justement à s'aligner d'un côté d'impact social, qui ont des ressources pour le faire, mais s'ils ne savent pas que votre organisme existe ou si vous ne prenez pas le temps de reach out intentionnellement, ben, c'est des opportunités qu'on rate. J'espère que ça répond à ta question. Oui, ça répond, mais je pense que ça valide un petit peu la question que je posais, dans le sens où les ODD, si on cadre un projet d'un organisme sous un ODD spécifique, mais ça peut trouver l'appui d'un partenaire, que ce soit privé, philanthropique ou autre, parce que ça permet l'utilisation d'un langage commun. Fait que, ouais. Et j'encourage de sortir même de... En tout cas, peut-être que c'est parce que j'étudie l'innovation sociale. Pour moi, I'm like, mais je vous encourage de sortir du secteur philanthropique ou communautaire pour des partenariats. The world is huge. On se limite un petit peu. I think we have a little bit of a blinders on. Mais il y a d'autres secteurs qui cherchent à avoir un impact, qui cherchent à avoir des projets auxquels contribuer. Fait que ne vous limitez vraiment pas au secteur philanthropique et communautaire pour atteindre vos objectifs.
Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? Oui, Marion, oui. Il y a Patricia, oui. Oui, bonjour. Donc, je suis donc directrice générale de JAM, membre du ROCLD. J'aimerais juste dire que je suis en fin de carrière, donc ça fait un bout de temps que je connaissais le financement des organismes et la réalité du milieu communautaire. Je voulais juste dire qu'il y a une nouvelle tendance que je salue. Ça fait tellement longtemps qu'on martèle l'importance du financement à la mission. Et puis, je vois quand même des bailleurs de fonds comme la Ville de Montréal, comme Réseau Réussite Montréal, commencer dans la dernière année seulement à nous offrir une possibilité d'avoir des projets sur 3 ans. Donc, c'est une façon pragmatique, là, si une fondation ne peut pas offrir un financement à la mission, peut quand même aider de cette façon-là, en offrant cette possibilité-là. Donc, c'est juste une petite suggestion pragmatique. Moi, quand on est organisme communautaire autonome, c'est sûr que dans les critères, il faut viser la transformation sociale à long terme. Donc, déjà, on est dans le durable et je pense que déjà, on travaille dans cette optique-là. On n'est pas dans le donner le poisson, on est dans le apprendre à pêcher. Donc, vraiment, je pense qu'il faut reconnaître ce facteur-là qui est déjà au cœur de notre action. Moi, j'aime beaucoup comment Centraide nous appelle des entrepreneurs sociaux. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs dans le privé. Je sens que j'ai beaucoup en commun avec ma fratrie qui ont mis en place des compagnies mais de façon sociale et donc on a les mêmes défis et le même désir de construire quelque chose qui va durer à long terme. Donc, je voulais juste faire ce parallèle-là. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup de créativité et de compétences comme on voit chez tous les entrepreneurs, mais avec des objectifs différents quand on travaille dans le milieu communautaire. Et je veux vraiment saluer cette créativité aussi de notre milieu. Je trouve ça fascinant. Merci pour ce commentaire-là, Patricia, parce que on a souvent tendance à penser que les entrepreneurs privés sont des créateurs de richesse, puis que les gens qui sont entrepreneurs sociaux ou qui travaillent dans le milieu communautaire, eux ne sont pas des entrepreneurs, mais ne génèrent pas de richesse. Mais en réalité, tout le travail que le milieu socio-communautaire fait contribue à générer de la richesse. Je veux dire, il n'y a aucune richesse qui est créée sans éducation, sans alimentation, sans logement. Puis je faisais souvent la blague à l'époque de dire, disons qu'on prend, là je disais Bill Gates à l'époque, aujourd'hui je devrais prendre plus le président d'Amazon, Jeff Bezos, mais disons on prend Jeff Bezos puis on l'assit sur une pile de 100 milliards de dollars. Il ne peut rien faire avec s'il n'y a pas de système d'éducation, s'il n'y a pas une société qui fonctionne. Et donc, la création de richesse, fondamentalement, ça s'appuie sur le travail autant des entrepreneurs sociaux ou des intervenants que celui des entrepreneurs privés. Malheureusement, on a comme créé une dichotomie entre ceux qui créent la richesse puis ceux qui supposément la dépensent. Donc, ce qui fait que l'autre blague que je faisais souvent, c'est de dire la personne qui pose les pneus d'hiver sur un autobus scolaire dans un garage privé, il crée de la richesse. Puis le conducteur d'autobus scolaire, lui, il dépense de la richesse. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a un autre commentaire? Je n'en vois pas dans le chat, mais on a encore il nous reste 3 minutes. On aurait un temps rapidement. Peut-être qu'on n'a certainement pas épuisé le sujet. Peut-être qu'on vous a épuisé, vous. Mais de toute façon, on a presque épuisé notre temps. Je veux vous remercier tous et toutes d'avoir assisté. Je veux à cet atelier, cette discussion. Je veux aussi remercier Thibaut, Mélanie, Valérie et Daniel Jocelyne de s'être prêtés au jeu. C'est toujours, même quand on est en vidéoconférence, peut-être qu'on n'a pas les gens directement devant nous, mais on est quand même devant une centaine de personnes.
Ça peut être des fois, ça peut être un peu, ça apporte un peu de fébrilité. Je remercie aussi l'Institut Malais d'avoir travaillé avec nous pour organiser cet événement-là. Et j'aimerais ça simplement vous laisser sur une note d'espoir que cette crise-là qu'on vit, qui est encore une fois une tempête parfaite, fasse en sorte justement qu'on en sorte avec une vision différente, des moyens d'action différents. Mais j'ai entendu beaucoup de ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, que d'une certaine façon, les solutions, on les connaît depuis longtemps, mais il y a peut-être des rapports de pouvoir qui sont à transformer. Il y a une écoute certainement du secteur philanthropique qui doit être plus grande. Et donc, il y aura des notes qui vous seront partagées. Je pense qu'il y a une discussion qu'on a eue qui était très, très riche. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine. Ceux et celles que ça intéresse, la semaine prochaine, même heure, même poste, on aura une discussion sur la relance verte. Merci.